Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se prend voilà. C'est prévisible, c'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il passe. Et il se touche. Et il s'accroche. Et Merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Lando, this is Zach from McLaren. Is this the World Champion Hotline? Tough time never left. Only tough people left. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. Un énorme merci à vous pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. On pense à tous ceux qui sont en vacances, à ceux qui en rentrent, à ceux qui vont en avoir et bien sûr à ceux qui tiennent le pont. Grosse pensée à eux. Et en tout cas, nous, ça y est, en Formule 1, c'est la mi-saison. Les pilotes sont un petit peu en vacances, globalement. On se retrouve en Hongrie après ce week-end de course. Et puis, qu'est-ce qu'on a pu voir pendant ce week-end de course ? Il y avait une victoire de Norris et de McLaren. Mais quel est ce prodige ? On a vu peut-être Mercedes en recul, sans parler même de George Russell. On parlera peut-être sur ses pistes pour la suite de sa carrière. On a vu aussi encore Ferrari qui gâche. Est-ce que c'est le retour des démons de Ferrari ou est-ce qu'ils étaient jamais vraiment trop partis ? Et puis on a Aston Martin qui commence enfin sa saison. Ils ont effectivement remplacé l'écurie Aston Martin qui était là depuis le début. Et puis on a beaucoup d'autres choses à dire puisque effectivement c'est peut-être l'occasion de faire le point à mi-saison pour parler de tout ça et de bien d'autres choses. On retrouve les consultants que le monde entier nous envie. Je parle déjà de Lance Stroll qui, j'ai entendu dire, était sur les rangs pour racheter la Coupe du Monde de foot avec l'équipe de Barbecue Foot. Comment vas-tu, Lance ? Bonjour, bonsoir à tout le monde. Oui, on est sur le pont. On va lancer une petite cagnotte Litchi. Est-ce qu'on va faire aussi un Kiss Kiss Bank Bank, Ulule? Je pense qu'on va taper partout pour amasser le maximum de money. Et histoire de pouvoir aller peut-être gratter 0,01 part de la Coupe du Monde. Mais non. Être un petit peu actionnaire pour participer aux réunions. Alors après, le gros problème, c'est que on connaît pas personnellement Donald Trump et que ça va peut-être être compliqué d'avoir des parts dans ce cas-là. Mais sinon, sinon on est sur les rangs, mais après, on va peut-être est-ce que voilà, c'est la théorie des 6 degrés de séparation. Peut-être qu'il y a un auditeur qui nous écoute, fan de Barbecue Sport Club et en particulier de Barbecue F1, qui aurait peut-être des liens avec Donald qui pourraient nous aider à arriver à ça. Mais bon, on verra. De toute façon, c'est Lance qui a la main sur le dossier. Avec nous aussi Charles Carrefour, c'est le retour de Charles qui faisait le Tour de France depuis sur ces dernières semaines et qui est enfin disponible pour parler d'autre chose. Comment ça va ? Salut les gars, effectivement, j'ai suivi pas mal le Tour de France pendant 3 semaines. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait le dimanche quand même après-midi, parfois, à regarder à 15h ou 16h. Il fallait se connecter, donc j'ai dérogé à la règle des 3 semaines de Tour de France. Mais dans une semaine, c'est le Tour de France femmes, donc j'ai toujours de quoi m'occuper les journées en semaine. Ok, très bien. Donc c'était cool. Ok, je vois que t'es pas, c'est en télétravail, c'est ça, on est d'accord, t'es pas en vacances. Hein. Oui, bien. Non, j'ai été en congé sur mon temps personnel. Évidemment, bien sûr. Avec nous peut-être Takuma Sado qui est censé nous rejoindre en cours de course, en cours d'émission, et puis Suzanne Lou, dont nous n'avons pas de nouvelles pour l'instant, qui devait être là, mais peut-être qu'elle aussi nous rejoindra. Voilà. Donc ça y est, on va parler de cette mi-saison avec un résultat peut-être surprenant sur ce Grand Prix de Hongrie. C'est ce que vous allez me dire. C'est un peu le retour de McLaren au premier plan, en tout cas de Lando Norris qui a remporté ce Grand Prix.
Qu'est-ce que ça t'a fait, Lance, de revoir un peu Zach Brown, le poing serré et le sourire en bouche? Non, mais en plus avec, il y aurait même pu y avoir un autre pilote McLaren sur le podium si Piastri n'avait pas eu de soucis avec Leclerc au bout de la ligne droite. Donc ouais, c'était un très très bon week-end, mais c'est que on revient sur une Formule 1 où aujourd'hui tu penses que une team va faire le travail. Donc là, on attendait tous Ferrari sur ce GP. Et bah que nenni, c'est les McLaren qui se sont pointés. On a le 5e vainqueur de Grand Prix en 5 Grands Prix à la filée. Ouais, donc c'est vraiment alors que Ferrari a fait un très bon Grand Prix de Spa de Belgique. Alors qu'on les attendait pas forcément parce que c'est un circuit de plein régime avec normalement circuit moteur où tu attends plus Red Bull et Mercedes. Donc non, là c'est c'est vraiment pas mal. En plus c'est tout le week-end, c'est pas du tout usurpé. Une très bonne qualif de Norris et généralement quand tu te qualifies assez bien sur le tourniquet de Hungaroring, oui. Généralement, ta place de qualification, c'est pas très très loin de ta place finale. Avec un premier tour, à la Lando Norris, il est retombé un peu dans ses travers, c'est-à-dire que tu pars poleman et tu finis pas forcément le tour en tête avec une petite glissade sur les premiers tours où c'est Max qui en a profité. Et sinon, derrière, il a très bien géré sa course et finalement, il n'a jamais été inquiété. Il finit la course avec 15 secondes d'avance sur Max. Alors même si Max a fini, il a fait 508 tours sur des pneus soft. Donc ça aussi, on pourra en parler sur la dégradation des pneus où il y avait vraiment des trains de pneus qui marchaient plus ou moins avec beaucoup d'arrêts selon les équipes. Il y en a certaines, ça leur a peut-être causé un petit peu de soucis pour les voitures rouges. Mais sinon, voilà, sur ce Grand Prix, vraiment difficile vraiment de prédire ce qui peut se passer tous les week-ends en ce moment et c'est pas pour nous déplaire dans un sens. Et toi Charles, ce retour de McLaren quand même au premier plan, est-ce que c'est circonstanciel? J'ai volé le mot de Lance. Non mais en plus comme tu dis c'est pas volé quoi parce que du coup c'est vrai qu'ils ont été ils font la pole première fois que en plus je crois qu'au niveau des pôles, c'est pas une Mercedes de mémoire. Je me trompe peut-être. C'est peut-être c'est pas le premier Grand Prix où c'est une pôle hors Mercedes. J'avais lu une stat comme ça. Donc effectivement c'est déjà un bon signe ou en tout cas je pense pour la deuxième moitié de saison où le spectacle pourrait être au rendez-vous en qualif et en course, donc ça c'est vraiment sympa. Surtout qu'on a des plutôt bons circuits qui arrivent, donc ça risque d'être cool. Donc bon, je pense que McLaren peut-être a enfin aussi compris le moteur et la voiture. Enfin cette nouvelle réglementation, on sait qu'elle s'était plainte en début de saison de pas avoir le dernier moteur Mercedes, de pas toujours bien comprendre par rapport au fait que Mercedes eux avaient créé le châssis et le moteur pour leur bagnole, alors que eux ils ont eu moins de temps pour le comprendre et pour l'intégrer à la voiture. Donc bon ça a l'air de plutôt bien se porter, les évolutions ont l'air de plutôt bien avancer aussi, à voir sur d'autres grands prix si c'était juste un coup d'éclat. C'est effectivement McLaren qui peut revenir un peu titiller Ferrari et Mercedes. Bon, ils ont quand même un petit matelas d'avance, les deux premières mais bon, on sait comment ça peut aller vite. On n'a jamais eu autant d'abandon aussi de voitures, encore le cas de Piastri à ce Grand Prix là. Donc ça se trouve tant mieux, c'est cool, c'est cool pour le championnat, c'est cool pour nous. Peut-être un peu moins pour les pilotes, mais en tout cas c'est bien d'avoir enfin, tu vois, ce côté où quand tu regardes une qualif, tu sais que potentiellement ça peut être un pilote différent. Ce qui n'était pas forcément le cas depuis le début de saison où tu savais que potentiellement c'était un Russell ou Antonelli.
plutôt un Antonelli ou Russell. Et qu'au départ, on savait qu'après, bon, c'était différent en course, mais là, c'est cool que, bon, potentiellement, McLaren vienne mettre son grain de sel dans les affaires de Mercedes, quoi. Ok. Toto, il doit pas être content. Ok. Bon, Takuma vient de nous rejoindre. On était sur pour lui faire un peu le tableau. On était sur McLaren. Moi, j'avais peut-être la question quand même sur Piastri. Ça a l'air un peu... Là, McLaren revient au premier plan, mais du côté de Piastri, c'est pas... L'état d'esprit me semble un peu négatif. Est-ce que tu as des choses à dire sur le sujet de Takuma, ou est-ce que on te laisse prendre pied et prendre place dans ce barbecue Formule 1? Alors déjà, bonjour, bonsoir, bien évidemment. La politesse est de mise. Deuxièmement, je sais pas, Oscar Piastri, la Hongrie, il sait très bien ce que c'est de devoir laisser sa place de manière injuste à son coéquipier parce qu'il y a eu une erreur en piste. Bizarrement, quand ça lui arrive qu'on lui pourrisse sa course sur des circonstances autres, il n'y a plus de réseau à McLaren. Apparemment, c'est... Hein? Comment? Lando, Norris, bravo, super Lando, super. Ah non, super. C'est pas grave, Oscar, t'es pas loin. Bon, voilà, c'est... Je vais dire... On a bien compris qu'Oscar Piastri ne sera jamais considéré comme un numéro 1 tant que Lando Norris et Zach Brown sont là. Hein, je veux dire, donc moi c'est triste pour lui et c'est nécessaire qu'il trouve une autre maison. Mais là, le marché des transferts, malheureusement, il est bouché. Le seul endroit où pourrait y avoir et encore, le seul endroit serait Mercedes, mais il serait pas numéro 1 puisqu'il y a Antonelli. Donc s'il veut devenir numéro 1, malheureusement, ça va être sur une écurie de second plan. Et personne n'a envie de voir Oscar Piastri chez Haas, chez Audi ou au pire chez Aston Martin. Vous imaginez? Alors, vu que Verstappen semble être plutôt proche, comme on dit, et on est dans le mercato footballistique pour rester sur ce... Il est parti pour rester, selon le fameux adage. Je pense que malheureusement, là, Piastri, il est dans une situation où il va être malheureux. Jusqu'à je sais pas combien de temps, hein, mais il a l'air, mais on l'entend malheureux dans ses radios. Alors après, la course a eu aussi son scénario qui fait que effectivement il pouvait l'être, mais en effet, ça semble pas incroyable de son côté. Lance, tu as quelque chose à ajouter sur ton chouchou Oscar? Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Et là, en plus, un peu le même côté poissard que Russell, on en parlera, qui lui les collectionne, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment compliqué et tu as l'impression qu'il rentre dans des spirales négatives aussi. Alors, en plus, lui, Oscar, il n'est pas aidé par son écurie. Je pense que du côté de Mercedes, on n'est pas là-dessus parce que vu que c'est quand même performant sur les écuries derrière, si tu veux être champion du monde constructeur, tu as besoin d'un Russell qui marque des points. Donc, ils vont pas forcément le tricard de ce côté-là. Mais côté McLaren, pour finir, c'est vrai que j'entendais pas mal d'intervenants F1 dire que c'était quand même mérité pour Norris sur tout son début de saison, parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu une machine au top et que là finalement avec les améliorations, avec il la met bien en place. Faut dire ce qu'il y a. C'est pas mon pilote préféré, mais on voit peut-être que ce titre de champion du monde, ça l'a peut-être fait mûrir. Et là, sur ces gestions de début de saison et notamment sur cette course-là, il a montré que c'était un champion du monde en titre. Donc, faut rendre à César ce qui appartient à César. Ou à Oscar ce qui appartient à Oscar. Mais ok, très bien. Mais tu vois, je m'attendais pas à ça de ta part, comme quoi. Attention, je pourrais presque dire du bien de Charles Leclerc. Non, je déconne quand même, faut pas abuser. Là, on va peut-être passer à Mercedes. Alors, est-ce que Mercedes serait quand même pas en recul? Là, on s'est un peu moqué sur la dernière émission, notamment de George Russell, mais les résultats sont un peu difficiles pour sa part. Avec aussi des histoires de chance et tout ça, mais c'est vrai que lui c'est pareil, on a l'impression que c'est compliqué, on a l'impression que Mercedes, ils sont, par rapport à un début de saison vraiment tonitruant, ils sont en recul. Charles, qu'est-ce que toi tu penses de ça? On sait que tu as toujours été très flèche d'argent, tu as un vélo gris d'ailleurs, argenté.
comment tu vois ça? Et puis en plus, quand même, les évolutions moteurs, c'est à venir aussi. Donc attention. Côté Mercedes, là, 379 points au classement constructeur. Ferrari 307. Bon, après, McLaren sont encore derrière, mais bon, c'est loin d'être joué. Même si à chaque fois on dit il reste plein de grands prix, il y a 70 points d'écart, c'est pas rédhibitoire. Non, ça peut aller très vite, effectivement. Surtout que les moteurs Mercedes ont plutôt tendance on va dire, à avoir des couacs. La fiabilité est quand même pas optimum ou à 100%. Hein. Ils en ont laissé quand même pas mal en route. Quand on regarde Antonelli doit être déjà à 2 abandons. Russell au moins 2 aussi, je pense. J'ai le Canada en tête et j'en ai pas d'autres en tête, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en a. Belgique, tout simplement. Si c'est pas déjà, ça se prend un 3e, donc ça fait quand même des puntos qui peuvent finir au moins dans le top 2, top 3, top 4. Donc à chaque fois, c'est une quinzaine ou une douzaine de points que tu perds. Fois 4, ça ferait qu'ils auraient déjà dépassé les 400 points et mis potentiellement deux GP d'avance à Ferrari, quoi. Donc là-dessus, si Mercedes perd le championnat cette année, ils pourront s'en mordre les doigts sur la fiabilité à ce moment-là, quoi. Et sur des départs ratés qui leur a généré on va dire des manœuvres de la part de leurs pilotes potentiellement grave dans le sens où tu perds des millions à la fin de l'année, quoi. Okay. Donc après ils connaissent, quoi. Mercedes, c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent en tête d'un championnat. Ils sont constructeurs de leur propre moteur. C'est pas la première fois ça fait des années ils arrivent à faire des moteurs relativement performants. Le moteur est quand même plutôt bon, en tout cas. Voilà, il faut juste arriver à trouver un juste milieu entre fiabilité et performance. Ils arrivent quand même à faire top 2 alors que Antonelli quand même part pas non plus dans. Enfin, non. Il part 6e, quoi. Donc il arrive à remonter. Ils ont quand même un rythme de course toujours propre, quoi. Et en plus là, en Hongrie, ils font pas P1, P2 parce qu'il y a le drapeau jaune, quoi. En plus, faut pas oublier que merci Max pour la pole. Enfin pour son petit taqueux dans le dernier virage, mais ça se trouve on a une Mercedes quand même P1 ou P2 dans le lot, quoi. Et ça se trouve on aurait eu pas la course qu'on a eu dimanche, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus tu fais bien de le rappeler, en effet. Toto il est là, George Russell c'est quand même avec d'expérience, Antonelli on voit qu'il fait preuve de fiabilité sans nom quand il est devant. Là encore il a prouvé qu'il arrive quand même à délivrer une performance relativement plutôt propre, tu vois. Il part 6e, il arrive 3e, il ramène 10 points ou 15 points. Bon voilà, il a fait le job. C'est toujours ça de prix. Bon, à moins que les autres le rattrapent. Après, j'ai dit ça l'année dernière sur Piastri, hein, on pourrait réécouter tous mes propos sur Piastri. On les a effacés, Charles. Voilà, donc je suis peut-être pas le bon exemple à prendre, mais bon, ça me surprendrait alors ça va se resserrer pour moi aussi, c'est pas, mais je les vois mal se dégringoler. Ok. Takuma, toi qui suis la carrière de notre ami Russell depuis ses débuts en karting à l'âge de 5 ans, qu'est-ce qui se passe exactement de son côté? On a souvent dit, là, ces derniers temps, on se moque de lui en disant moi en particulier, je dis parce que j'assume pas ce que je dis, je suis comme ça, mais voilà, j'ai dit qu'il va devenir mannequin montre de luxe ou un truc comme ça, parce que ça a l'air très compliqué. Alors c'est méchant de dire ça, c'est gratuit, mais il s'est fait éclipser par son coéquipier Antonelli. Antonelli, on avait dit l'année dernière qu'il y avait quand même des trucs à prouver, voir s'il était capable de tenir la distance, tenir la pression. Cette année, il y a vraiment une grosse différence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des infos? Déjà, il va falloir quand même rappeler que Russell, au départ, il y a pas assez de batterie, donc la voiture croit qu'elle cale, il y a l'anti-calage, et donc il se fait dépasser par tout le monde. Il revient quand même pour faire 7e. Alors, on va me dire, oui, il a une des meilleures voitures. Certes, je rappelle qu'on est en Hongrie, hein. Dépasser en Hongrie, on a bien vu que c'était pas facile pour tout le monde. Donc bon, quand il s'agit de dépasser Cadillac, Aston Martin et Williams, bon, ça va.
Après, quand tu commences à monter chez les As, les Audi et les Alpines, c'est bon, c'est un peu différent. Après, stratégie décalée, tout ça. Il s'en sort pas si mal. Et Kimi, au final, qui part septième, qui arrive à faire podium en profitant des divers faits de course, tout ça. Bah bravo à lui. Hein. Pour être champion maintenant dans ces arts modernes, il faut savoir être le plus régulier, pas forcément tout gagner. Alors ça aide, mais il faut être le plus régulier. Et voilà. Et devant lui, c'est pas des concurrents au titre parce qu'ils sont trop loin. Tous ses concurrents sont derrière lui. Donc bravo à Antonelli qui fait une course solide après avoir pris une pénalité bête en qualif. Il s'en sort bien. Donc non, bravo à Antonelli qui montre vraiment que Gwen Lagrue qui va quitter Mercedes pour aller chez Red Bull, il sait quand même déceler vraiment les potentiels parce que si on s'était arrêté simplement à la saison de F2, jamais personne ne se dit on va signer Antonelli parce qu'il fait pas une bonne saison de F2. Pourtant, ils avaient vu, ils savaient et au final ils ont eu raison et il faut dire bravo parce qu'ils avaient vu le talent du gamin. Donc bravo à lui. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Après, c'est vrai que comme ça me fait penser à chaque fois quand Alonso a signé chez Aston Martin et qu'on s'est dit mais c'est incroyable, ils savaient qu'ils allaient être aussi performants parce que vous vous rappelez quand il a signé chez Aston, les débuts d'Aston Martin, en tout cas la première partie de saison était très positive, on s'y attendait pas. Et puis ça avait fait pchit, comme dirait Jacques Chirac. Mais bon, en tout cas, Antonelli, impressionnant. Il a quand même fait pas mal de grands prix de très grand talent depuis le début de cette saison. Il en a fait l'année dernière, c'était encore des débuts, mais cette année vraiment, il a confirmé et il domine. Il a l'ascendant sur son coéquipier, même si son coéquipier c'est un peu le paratonnerre de l'écurie et peut-être même de tout le paddock depuis le début de saison. Eh ben, on va peut-être se mettre à parler de nos amis de Ferrari. Ça fait, depuis qu'il y a eu cette victoire d'Hamilton, des très bons résultats, on s'est dit, ça y est, Ferrari revient sur le devant de la scène. C'est très bien, Hamilton, tout va bien. Et puis, ça fait pas mal de grands prix avec des petites pénalités, des petits trucs par-ci, par-là, où au final, on dirait que par rapport à leur potentiel, ils font un petit peu en dessous. En tout cas, c'est mon sentiment. Est-ce que Charles, c'est ton sentiment? Tu le partages aussi? Là, on a vu sur ce Grand Prix des stratégies pas convaincantes. Hamilton qui a quand même pris une pénalité pour excès de vitesse dans les stands. Enfin, il y a des petits trucs par-ci par-là, même sur des dépassements sur les Grands Prix précédents. On dirait qu'ils sont un peu en train alors qu'au début on se disait, au début de saison, on disait que c'était bien. Leur travers un peu. Voilà, ça coince un petit peu et ils peuvent s'en prendre un peu qu'à eux-mêmes, alors on dirait qu'ils ont le matos pour faire bien mieux. Alors après, on tire des conjectures, peut-être qu'il reste effectivement plein de courses, mais là ça fait plusieurs courses où ils font moins bien que. Alors même si on a dit à Spa ils ont fait des bonnes perfs alors qu'ils auraient pas dû. Il y a toujours un petit goût ils ont pas maximisé comme les sait le faire justement Mercedes, ce qu'on vient de dire. C'est Fred Vasseur qui disait quand même, quand on l'interrogeait sur son bilan de mi-saison, qui disait c'est bien mais peut mieux faire quoi. C'est un peu un peu ça, et là-dessus il a pas tort dans le sens où au début de saison la voiture était plutôt bonne au départ, mais après le rythme de course s'est un peu effondré. Quand ils sont revenus sur le rythme de course, ils ont pris des pénalités. Hamilton il l'a dit encore en interview que à jouer à ça, il pouvait perdre le championnat, quoi. Donc, à prendre des 5 secondes par-ci, des 3 places par-là, c'est des erreurs que t'attends pas de la part d'un champion du monde, d'un septuple champion du monde. Donc, parfois, on peut critiquer l'écurie sur effectivement la stratégie ou quoi. Et c'est toujours critiquable, mais je suis pas data analyst ou dans le pitfall, donc sur le moment des fois c'est peut-être plus simple depuis son canapé de leur dire va plus loin ou fallait pique maintenant. Après par contre les pilotes prendre des pénas comme ça, c'est vraiment
Là, et Hamilton, il prend quand même, il prend 3 places suite à la qualif et il prend 5 secondes, je crois, Oui. durant le Grand Prix, quoi. C'est des trucs, enfin, je comprends pas comment t'arrives encore à prendre ce genre de pénalité, quoi. Donc, il peut s'en mordre les doigts, hein, s'il finit quatrième. Alors après, effectivement, il y a peut-être avec les écarts, le rythme de course, il aurait peut-être quand même fini quatrième, mais en fait, il s'est mis un peu il s'est mis déjà les pieds dans le tapis, tout seul dès le samedi, quoi. Donc bon, effectivement, ils arrivent quand même à être deuxième au championnat, quand même, voilà, enfin, avec 70 points d'écart. Et tu te dis effectivement, s'ils faisaient pas les cons, bah, ça se trouve, ils pourraient encore mieux maximiser. Et en plus, la fiabilité moteur est quand même relativement là. Et donc, ils arrivent pas. Enfin, ce qui est dommage, c'est je trouve qu'ils arrivent pas des fois à profiter au maximum des erreurs de leurs collègues, tu vois. Ok. Et enfin, de leurs concurrents les plus directs, quoi. Et là, t'as quand même un Antonelli qui part derrière eux et qui arrive devant eux, quoi. Donc, Ouais. dans ce Grand Prix là, donc, Ok, Lance. quand même un peu dommageable, quoi. Lance, est-ce que, au final, est-ce que c'est parce qu'on a toujours peut-être un peu trop d'espoir pour Ferrari et en fait, voilà, il y a des grands prix où ça fonctionne, des grands prix où ça fonctionne pas, et puis là, c'est un peu, on se dit, voilà, c'est une pénalité, c'est un truc machin. En fait, ils sont à leur place ou la mayonnaise va prendre. Il y a toujours une machine à emballement, c'est-à-dire que Charles qui gagne le Grand Prix dernièrement, bah tout de suite c'est la marque sur le fait que les rouges reviennent avec un Hamilton performant, avec tout ce qui s'était passé où on a dit chez Ferrari ils se mettent enfin à écouter les pilotes et un petit peu moins les ordinateurs et les datas, et là bizarrement ça va mieux. On l'avait dit, quand tu écoutes Hamilton avec leurs histoires de freins, dire les Brembo, vous les prenez, vous les envoyez en WRC, mais moi je veux pas les voir sur ma voiture. Voilà, euh, tu vois quand même une écurie qui commence à écouter les pilotes et finalement ça allait dans le bon sens. Mais c'est ce que je disais un petit peu au début de l'émission, c'est que tu les attendais pas forcément du côté de Spa, bah ça performe. Tu les as attendus justement en Hongrie parce que c'est un circuit de châssis où bah t'as pas de clipping, rien du tout parce que t'es limite en récupération de charge de batterie quasiment tout le temps. Donc tu disais que c'était un circuit pour eux, tu les attendais, mais avec cette pénalité, bah Hamilton, au lieu de partir P2, même si ça aurait été du côté sale de la piste, et on sait que c'est important au départ, du côté de la Hongrie, il aurait été un petit peu dans la difficulté, mais finalement, bah tu te mets encore plus en difficulté parce que t'es derrière et c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc, alors après sur les arrêts en cours de route, tu pousses. Sur les pneus, tu t'anticipes les arrêts. Bon, bah après il y a un petit peu la faute à la pas de chance aussi avec la BSC. C'est les aléas d'un Grand Prix, donc tu peux pas tout prévoir non plus. Là cette année il n'y a pas eu de pluie, donc ça a aussi simplifié la chose. Mais ouais, tu dis que si ça se goupille bien, Ferrari peut enchaîner les choses. Mais il faut aussi que tu tombes dans un week-end où t'as Russell. Bon, là, c'est un peu plus probable qui soit se cartonne tout seul, soit la voiture tombe en panne, soit on l'aide à sortir, comme ça a été le cas. D'ailleurs, si quelqu'un a les explications sur le fait que la voiture est carrément tombée en panne à la fin des qualifs, quoi, en Q3. Il rentre même pas la voiture, quoi. Elle s'arrête au bout de la ligne, moteur éteint. Donc, mais non, mais côté Ferrari, ça va pas mal. Si j'aurais eu ma petite théorie du complot, moi, j'ai bien aimé le fait que pendant le Grand Prix de Belgique, la virtual safety car s'était arrêtée juste au moment où Leclerc il sortait des stands. Ça tombait bien quand même, hein, et le fait qu'il puisse être devant. Bon, après ça a quasiment rien gêné parce qu'Antonelli a repris le lead derrière, mais en matière de barbecue complot, on aurait pu être pas mal. Mais non, mais après, sur le reste, sur les rouges de manière globale,
Ouais, t'as quand même pas mal, comme dit Charles, de puntos. Oui. Il a Commence dit à pour faire, quelqu'un d'autre, mais il commence à y avoir quelques points et ils ont de la chance que Russell ne performe pas parce que sinon le championnat constructeur, il est pas joué parce qu'on est à la moitié de saison, mais il serait quand même. Ok. Ils auraient un bon pied une bonne main dessus, on va dire. Après, ça fait longtemps que j'ai pas dit dans une émission cette citation, mais voilà, la chance, c'est le mot qu'on utilise aussi pour parler du talent des autres. Toi, Takuma, est-ce que toi, tu serais à la place de Vasseur? Il y aurait des choses que tu ferais différemment, ou est-ce que c'est juste une question ils ont besoin de vacances, qui n'en a pas besoin d'ailleurs, on a tous besoin. Qu'est-ce que ça te dit, toi, cette situation? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait un peu une sorte de mojo, on arrivait à mettre tout bout à bout. Et là, ils perdent un peu le fil, peut-être parce qu'on s'est excité, ils sont excités, et etc. Bah déjà, il y a quelque chose qu'il faut évoquer, c'est le magnifique, le sublime, le parfait envol de Charles Leclerc sur la voiture censée être dominatrice au départ, qui plus est montée de pneus soft, qui plus est deuxième. Bravo, j'ai envie de dire encore une fois Charles Leclerc qui montre que dès qu'il y a un moment un peu chaud, il s'éclipse. C'est bien triste. Après, je lui tape dessus, mais en soi, j'ai même pas envie de lui taper dessus parce que bon, son départ est un peu moins bien, soit ça arrive à tout le monde, ce serait méchant. Là où j'ai envie d'être un peu méchant, c'est Ferrari au global parce que ça fait quand même plusieurs grands prix où on est assez positif dans la façon dans la façon que Ferrari a de traiter les courses, les stratégies, etc. Et c'est vrai qu'il y a du mieux. Là, j'ai eu l'impression de revoir Ferrari d'il y a quelques années où vraiment il y avait rien qui allait. Il y a un moment où Leclerc a clairement plus de rythme qu'Hamilton. Jamais t'entends la consigne de laisser passer Leclerc pour aller chercher Verstappen, alors que Leclerc, tu vois qu'il a plus de rythme. Tu peux le tenter en disant, bah voilà, Charles a plus de rythme, laisse-le essayer d'aller tenter pour prendre Verstappen. S'il n'y arrive pas, pas de souci, tu repasses devant. Et on a déjà vu que Lewis était capable de jouer l'équipe. Ouais, il l'a fait. Donc il n'y aurait pas eu de souci. Il y a eu la stratégie en fin de course de faire arrêter les deux, alors qu'à mon sens, sur le coup, j'étais d'accord. Enfin, j'étais plus dans le sens de c'est bien de les faire s'arrêter, c'était un bon plan. Et c'est vrai que avec un peu de recul, je me dis que c'est un peu dommage d'avoir fait arrêter Hamilton, surtout que du coup, il prend cette pénalité d'excès de vitesse. Ouais, avec cette vitesse, ils se contredisent dans les stratégies en fait. C'est ça qui m'a perturbé. Mais en fait sur cette course, c'était vraiment l'ancien Ferrari où c'était un peu un souci. Là où il faut saluer entre guillemets la gestion de Vasseur, c'est que pour la pénalité en qualif de Hamilton, c'est lui qui a pris la responsabilité. Il a dit non, mais on a merdé, c'est de notre faute, on est désolé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas, mais en tout cas, il prend le feu sur lui, il décharge Hamilton, donc voilà, il accepte de protéger ses pilotes et je trouve que c'est une bonne chose parce que on sait très bien que d'autres patrons d'écurie auraient été très enclins à prendre le pilote et le jeter sous les roues du bus très facilement. Toto Wolff. Donc il y a plein de trucs qui n'ont pas été au top. Paradoxalement, c'est un Grand Prix où ils prennent plus de points que Mercedes, donc dans la balance, c'est moins pire. Ils s'en sortent, ils restent dans la course aux constructeurs. Alors, ils ont certes du retard, mais George Russell a utilisé son 4e moteur, donc et comme on voit que la fiabilité c'est un peu compliqué, est-ce que sur tout le reste de la saison, il y aura forcément des pièces qui seront à changer, donc il devrait y avoir des pénalités à un moment pour George Russell, ce qui ouvrirait la porte à des places hautes pour Ferrari. On sait qu'il y a la DUO qui va rentrer en compte et normalement il va y avoir des améliorations moteur sur le moteur Ferrari qui doivent arriver. Est-ce que ça va être vraiment la clé pour que Ferrari soit au top au moins rattraper, combler un peu la différence. C'est quand même ça aussi parce qu'il faut aussi le dire, même si cette course elle est quand même plutôt dans le côté raté du côté de Ferrari, il faut quand même le dire. T'arrives à peine à mi-saison, tu es alors je mets des guillemets, à 72 points de Mercedes au classement, et on voit que ça peut aller très vite, puisque la fiabilité de la Mercedes est pas celle de la Ferrari. Il faut quand même reconnaître que la Ferrari, pour le moment, est très fiable. Oui. Et au classement pilote, Lewis Hamilton n'est que à 50 points, et on a vu par rapport à la saison passée que c'est pas un écart qui garantit un titre. Donc,
il y a quand même des choses à garder. Oui, ce week-end, ça n'a pas été, et c'est pas un naufrage, c'est juste raté. Ils s'en sortent en faisant 4 et 5. Il y a des écuries qui aimeraient bien rater des week-ends et faire 4 et 5. Mais quand tu as la présence de Ferrari et qui plus est avec les dernières courses qui donnaient de l'espoir, et comme l'a très bien dit Lance, sur un circuit qui normalement était favorable à Ferrari, on voyait tous arriver le doublé ou alors le premier, troisième avec possiblement peut-être Antonelli entre les deux puisqu'il semble être au-dessus. Donc c'est ça qui déçoit un peu, c'est ce manque de présence au top dans les endroits où c'est censé être pour eux. Et on verra du coup à Zandvoort qui finira 2e et 3e derrière Max Verstappen, puisqu'on sait très bien qu'il va trouver un moyen de gagner chez lui. C'est Verstappen. C'est toujours le cas quand même. Mais bon. Non, mais... L'année dernière, c'est Lando Norris qui avait gagné. Oui, ouais, malheureusement. C'est un orange chez les oranges, mais pas le bon orange. Ok. Orange. Ok, bon, la perche est tendue quand même pour passer côté Red Bull. Justement, ils seront chez eux, ou ils seront chez Maxou pour le prochain Grand Prix de reprise. Chez Max, sachant qu'il est né en Belgique quand même. Donc en fait, c'est un Belge, Max. Ne jamais l'oublier. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est vrai qu'il est né en Belgique. Ouais. Mais bon, il a vraiment l'air hollandais quand même. Je sais pas. On peut en débattre pendant des heures. On pourrait faire une émission spéciale. En tout cas, il parle flamand, donc. C'est ça. Mais en tout cas, donc parlons de Red Bull. Voilà, c'est pas Red Bull, c'est un peu difficile, mais en même temps, belle performance de Max Verstappen. On a Hadjar qui est constant, qui a quand même développé une grosse constance. C'est un peu, on parle du Grand Prix de Hongrie, mais il y a aussi le point à mi-saison. On avait parlé de ces rumeurs qui étaient assez intenses côté Verstappen sur un départ, justement, côté orange. Comment, toi, tu vois la situation côté Red Bull? On avait l'arrivée de Mekies, qui avait fait visiblement du bien, ou qui avait été salué. Il y avait eu tout de suite des bons résultats, des bonnes performances, un regain. Comment tu vois les choses, toi, maintenant, Charles? Les pilotes ont quand même été assez virulents sur la voiture en conférence de presse. Verstappen disait qu'il n'y a pas de dégradation de pneus, mais il y a une dégradation de la voiture. C'est quand même... il a quand même tiré à balles réelles sur la voiture. J'ai vu une vidéo où on lui dit voilà, t'as été élu parce que des fois sur les week-ends de Grand Prix, tu sais, ils vont sur la scène devant le public et ils font des interviews avec le public, ce genre de choses. Et on leur montre le GP d'Espagne, que au GP d'Espagne, voilà, t'as été élu meilleur dépassement du GP ou du mois, je sais pas trop tout le truc. Et il lui dit, est-ce que tu peux expliquer ton dépassement? Et il dit, voilà, j'ai appuyé sur le bouton de batterie et bizarrement j'ai eu plus de chevaux qu'Hamilton. Donc oui, ouais, voilà, c'est pour ça que je l'ai dépassé, quoi. Et du coup, la présentatrice, elle est un peu comme une con. Elle dit oui, bon voilà, merci beaucoup. Et elle passe à autre chose. Et je trouve ça un peu, je l'ai rarement vu autant baver sur son écurie quand même et sur sa voiture depuis des années. Visiblement, il entretient une relation plutôt affective avec Christian Horner. Donc, je sais pas si c'est la même chose avec Mekies. Donc en tout cas. Il reste performant malgré une voiture avec qui il se bat tous les week-ends. Il est toujours là. Le Hadjar, il arrive quand même à être plutôt présent et on voit pas une nette domination. En tout cas, on n'a pas ce sentiment on fait tout pour Verstappen et toi t'es à côté, même si ça doit être encore le cas, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que pour le moment, ça fasse l'unanimité. Les rumeurs où on entend, je pense qu'il joue de son côté avec ses contrats et les clauses de contrat où il a envie de partir. C'est des choses qu'on entendait rarement avant, quoi. Et donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme sérénité côté Red Bull, malgré des performances plus ou moins en demi-teinte, quoi. Ok. Après, voilà, si on fait le point constructeur, il y a Mercedes 379, Ferrari 307, on l'a dit, McLaren 220 déjà en retrait, et puis derrière 177 points pour Red Bull Racing, et en 5e position Racing Bulls qui a pris le dessus sur Alpine. Bon, c'est juste purement comptable, mais c'est vrai qu'on les sent mieux aussi les Racing Bulls.
Takuma, toi, côté Red Bull, voilà, ils ont quand même perdu de leur splendeur qu'ils avaient. Déjà, ça fait quelques saisons avec un peu ce passage McLaren. Qu'est-ce que toi, tu en attends? Moi, je suis très, par exemple, content de ce qu'arrive à faire Adjar face à son coéquipier. Il est compétitif, alors que c'était pas le cas de ses prédécesseurs dans ce baquet. Et puis, au final, effectivement, qu'importe le circuit d'ailleurs, toi, comment tu vois cette situation? Il y a un truc sur Isaac Adjar qu'il faut saluer, c'est son intelligence. Parce que lui, il profite, ça fait 7 courses de suite qu'il est dans le top 6. Ouais. C'est pas, comme dirait un grand philosophe du football, c'est pas anodin. Je continue de citer des grands philosophes. Mais là où je dis qu'il est intelligent, c'est que, certes, il pousse la voiture au max, parce qu'on sait qu'il donne le maximum. Mais dès qu'il faut aider Verstappen, dès qu'il faut faire le move intelligent il répond présent, il tire en direction, il tire dans la même direction, et il sait que son heure viendra. Et en même temps, il montre qu'il a raison d'être patient parce qu'il montre déjà 2 choses pour qu'on lui donne la voiture pour son heure, on va dire, entre guillemets. Donc moi, je trouve qu'il est très intelligent dans sa façon d'être dans cette Red Bull, qui est certes pas la meilleure Red Bull qui existe. Je suis sûr que, pareil, je pense que le moteur Ford va connaître une amélioration avec eux. Même s'il paraîtrait que la DUO le placerait au top des moteurs en termes de thermique pure, paraît-il. Bon, alors ça, je pense que, à mon avis, ça doit discuter en coulisses, à mon avis, ça doit être assez intense. Mais je reste plutôt curieux positivement sur Red Bull parce que déjà, tu fais signer quelqu'un comme Gwen Lagrue. Donc, si jamais il y a des auditeurs et des auditrices qui ne le connaissent pas, comme je l'ai dit du côté de Mercedes, c'est le mec qui déniche les futures pépites. C'est lui qui a l'œil sur les formules de promotion, les kartings, les machins, pour dire, lui, on va l'intégrer à notre filière et on va voir, il y a une chance que ça devienne un grand pilote, etc. Parce que même si les pilotes sont installés, on n'est jamais à l'abri de trouver quelqu'un qui est vraiment... au-dessus du lot. Mercedes, on avait tous cru que c'était George Russell et sur le niveau intrinsèque, c'était crédible que Russell soit l'élu. Au final, ils ont vu Kimi Antonelli, ils ont fait hop, attendez, attendez, on va placer l'Italien, attendez, c'est mieux, c'était mieux, bravo, super. Et Gwen Lagrue, il va avoir besoin de ça parce qu'on sait aussi que la filière Red Bull sur les 2-3 dernières années, alors Adjar est au-dessus du lot, mais le reste, il y a des petits soupçons. Je dis pas que c'est des tanches. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît. Mais c'est moins fort que certains passages où, là, on le voit quand même sur la grille. Carlos Sainz, Alexander Albon, Pierre Gasly, Isaac Adjar, Max Verstappen. Il y en a quand même 5. Et peut-être que j'en oublie. Et bon, il y a Perez qui est passé, mais c'est pas un pilote filière Red Bull. Mais je veux dire, ils en ont trouvé des gens qui ont leur niveau en Formule 1. Et je pense que le fait d'aller recruter cette personne-là, c'est aussi un signe de dire on est là pour rester et on veut redevenir la puissance qu'on est et on trouvera la personne qui nous emmènera après Verstappen. Et je pense que c'est aussi ça. C'est qu'ils savent que Verstappen, même s'ils peuvent le garder 1 ou 2 ans, oui. Bon, ils ont bien compris que s'il avait une porte ouverte pour se barrer faire autre chose, il irait. Verstappen, ils ont bien compris que bon, voilà. Et au final, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver à cette nouvelle ère de Red Bull. C'est que Verstappen s'en aille. Parce que il est tellement fort. Il phagocyte tellement de choses. À raison, c'est un quadruple champion du monde. Que rien n'ira sauf s'il a la voiture parfaite. Et peut-être que dans cette ère de Red Bull, qui est un peu une espèce de reconstruction avec des nouvelles personnes à sa tête, de nouveaux ingénieurs, etc., peut-être que ça passera aussi par le fait de dire, on va miser sur quelqu'un d'autre. On voit que t'es pas heureux avec nous, c'est pas grave, on te laisse partir, grand prince, va t'éclater ailleurs, on respecte et machin, et bravo pour tout ce que t'as fait et machin, en se disant, entre guillemets, on prend le risque, mais c'est mieux pour toutes les parties de pouvoir nous repartir sur, entre guillemets, Adjar numéro 1, et ils vont trouver un deuxième derrière qui va toquer à la porte, et donc voilà, je m'inquiète pas pour Red Bull. Ils ont toujours trouvé le moyen de faire une voiture compétitive et une voiture qui sera devant. Parfois, ça prend un peu plus de temps, c'est normal, mais ils trouveront le moyen. Je m'inquiète pas.
Et je trouve que Arnaud de Samer fait du bon boulot à la tête de Red Bull pour le moment. Donc, On l'a fait à chaque fois. Donc, ah oui, bah, ça restera Arnaud de Samer pour moi. Ou Navo, peut-être le mélange des deux. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce que vient de dire Takuma, sur ce qu'on a déjà dit sur Red Bull, ou est-ce qu'on parle peut-être d'Alpine ou d'Aston? C'est vous qui me dites. Après, c'est vrai que le filon Red Bull est peut-être plus aussi conséquent parce que quand tu utilises 3 ou 4 pilotes par saison, n'importe quel filon finit par s'épuiser. Mais après, comme tu l'as dit, c'est que tu retrouves autant de pilotes sur 22, t'en as 5, donc ça représente quand même quasi un peu moins de 25% de la grille issue. Ou alors si tu ajoutes Perez qui est passé par Red Bull, t'en as 6. C'est quand même un bon contingent de personnes. Donc comme quoi tu te trompes pas forcément sur les pilotes que tu vas utiliser. Et c'est vrai que cette deuxième place a longtemps été maudite et c'est vrai qu'il faut pas cesser justement de tirer notre coup de chapeau à Isaac qui mais en plus tu l'as bien signalé là à Spa quand il a les pièces, il sait qu'il va partir 21e. D'ailleurs, il part des stands 21e, il finit quand même 6e. Donc c'est une remontée, c'est une masterclass. Et il sait que de toute façon, il va être au fond de la grille. Et il aide 2 fois max ou à la perfection blanchiment. Et ça lui permet de prendre l'aspiration et d'accrocher la P2. Donc voilà, il fait bien les choses, il se met facilement au service de l'écurie. Quand il faut faire une Pérez comme à l'époque ou essayer de gêner un petit peu le mec qui est derrière pour lui faire perdre du temps, comme on a eu encore sur le Grand Prix ce week-end, il est là, il le fait. Donc mais il garde cette mentalité de si je peux battre Max sur un week-end, je vais pas me gêner. C'est-à-dire que je me mets au service de l'équipe, mais je reste un compétiteur. Et donc, pour le coup... Et je pense que Max, il aime bien. Il aime bien avoir ce style de mec dans son équipe, pas des carpettes. Je pense que c'est le genre de mentalité que Verstappen aime bien parce qu'il a un peu la même. Et c'est vrai que sur cette Red Bull, c'est clairement la 4e force du plateau. Ça peut se discuter avec McLaren, mais on l'a dit un petit peu au début de l'émission. McLaren, tu sens vraiment que la voiture, il y a eu des améliorations et qu'elle va beaucoup mieux. Donc ça sera peut-être compliqué pour Red Bull de s'extirper de ce no man's land entre les 3 devant et le reste des autres derrière avec les Racing Bull. Donc ouais, on va bien voir ce qui va se passer du côté des Pays-Bas, en espérant on est quand même une belle course parce que Zandvoort c'est quand même pas mon circuit préféré. Mais bon, on verra bien, mais c'est peut-être pas fini. La silly season n'est pas terminée, même si ça a l'air d'être un peu rentré dans l'ordre avec un Max qui a l'air de rester chez Red Bull. C'est quand même pas terminé. Ok. On va passer à Alpine. Il n'y a pas forcément énormément de trucs à dire. On avait connu une première... Voilà. On peut passer à Audi, du coup, merci. Audi ou je ne sais pas. Non, mais peut-être dire que justement, là, on a l'impression que ça se tasse sérieusement. Et que effectivement on a justement, c'est pour enchaîner sur la galaxie Red Bull, c'est que Racing Bulls ils ont pris quand même le devant par rapport à Alpine assez largement, alors qu'au début de saison c'était pas le cas. Là on a quand même Lawson, Lindblad qui font des bonnes performances avec une voiture qui est au-dessus, tandis qu'Alpine ça se coince. Takuma, puisque t'as rien à dire, je te laisse le micro sur Alpine. Moi, je veux pas parler d'Alpine parce qu'Alpine m'inspire rien. Moi, j'ai envie de parler d'une écurie qui travaille bien. C'est V-Carb. Et il y a quelqu'un où je suis prêt à, pour le moment, faire un beau mea culpa, c'est Hervé de Lindblad. Parce que je n'y croyais pas du tout. Mais un peu comme quand tu parlais d'Antonelli qui avait pas montré grand-chose en Formule 2. C'est le cas de Lindblad. Et c'est vrai que j'étais un peu comme toi, j'étais un peu dubitatif sur sa nomination en F1. Il fait 6e sur sa saison de F2, il fait 3 victoires, 1 pole.
5 podiums, ce qui est bon, c'est pas flamboyant, mais ça reste correct. Peut-être des champions de F2 qui n'ont pas de baquet et qui sont actuellement en Formule E, quoi. Donc, Ah, mais on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord. Mais oui, des nouvelles de Leonardo Fornaroli. Mais oui, mais pour le moment, moi, je trouve qu'Arvin Lindblad fait une belle saison dans cette V-Carb et une V-Carb qui, en fait, est la meilleure des autres pour le moment, clairement, qui est montée doucement en puissance parce que le début de saison a été un petit peu plus, on va dire, compliqué, surtout pour Lindblad qui a enchaîné un quatuor Chine, Japon, Miami, Canada avec 12e, 14e, 14e, do not start. Dur. Mais derrière, il fait point. 6 points de suite. Il fait 7-9-10, 7-9-10. C'est beau. Belle suite. Bravo, monsieur Lindblad. Donc, bon, je dirais pas de miser sur une 7e place de Lindblad pour repartir sur un 3e cycle de 7-9-10. Là, ce serait quand même beaucoup de coïncidences. Mais même Liam Lawson, parce que Liam Lawson, il y avait des grosses rumeurs qu'il allait se faire dégager comme un malpropre. Désolé, mais il fait sa saison, Liam Lawson. Il est bon, Liam Lawson. Moi, il est devant son coéquipier. Il met 20 points à son coéquipier quand même, ce qui est pas rien. Oui, parce que les points de compte, quand on est à ce niveau-là du constructeur, c'est sûr que 20 points, c'est pas demain que ça va revenir, quoi. Et ils sont passés devant Alpine pour 5 points. Et là où j'ai l'impression qu'Alpine glisse un peu doucement, moi je trouve que V-Carb monte doucement. Alors, ça sera jamais une écurie de pointe et ça m'attriste pour la simple et bonne raison que comme c'est la petite sœur de Red Bull, ils vont pas je vois mal. Bon, ce serait drôle, hein. Une année, ce serait drôle que V-Carb soit championne du monde. Ce serait très drôle. Ça n'arrivera pas, mais ce serait très drôle. Mais pour que les pilotes puissent montrer des choses, puissent se développer et puissent affirmer qu'ils, entre guillemets, ils méritent d'être en F1 et qu'ils ont le talent pour, là, les deux, pour le moment, ils font une très bonne saison. Il faut dire bravo. Donc, moi, je préfère mettre en avant Racing Bulls et ne pas parler d'Alpine. Voilà. En plus, je suis sûr que c'est même pas la théorie du chat noir. Je parle pas des choses parce que j'ai pas envie que ça leur pose des soucis. En fait, non, c'est juste rien à dire. Est-ce que vous deux, c'est pareil? Charles, Lance, on sait que voilà, t'es toujours actionnaire de l'écurie. T'aurais souhaité qu'ils vendent après le début de saison 2026. Qu'est-ce que t'as comme truc à dire dessus? Ou après, je te laisse parler si tu veux parler d'Audi, n'hésite pas, ou de Cadillac. Non, mais c'est vrai que du côté d'Alpine, on louait justement le fait que la Q3 était quasiment réalisée à tous les GP sur le début de saison, et que là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, et que les voitures, bien sûr, s'il y a les 4 de devant qui se qualifient, ça fait de P1 à P8, et il reste donc 2 accessites pour la Q3 pour toutes les autres écuries. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, même si on enlève sur une Q3 les Williams, les Cadillac et Aston Martin. Donc les autres doivent se battre. Là en ce moment, si je dois mettre une piécette, je la mets plus sur Racing Bull ou Audi que sur Gasly et Colapinto pour se qualifier en Q3. Donc on est vraiment sur cette dynamique. Et pour le coup, la dynamique du samedi, on la retrouve le dimanche. Alors bien sûr, ça a réussi à prendre un point par-ci par-là, mais comme l'a bien signalé Takuma, les gros points, c'est-à-dire pour ces écuries-là, on va dire qui commencent à P7, ça, en ce moment, c'est plus la Racing Bull qui les prend que l'Alpine. Donc, il me semblait qu'en Belgique, justement, Racing Bull avait égalé, Alpine, et là, ils leur mettent 5 points, et j'ai l'impression que ça va quasiment être le tarif à quasiment toutes les courses aujourd'hui. Ouais. Mais si on veut enchaîner sur Audi, Audi, ça se rapproche aussi d'Alpine. Il y a encore pas mal d'écart entre les deux. Et on l'a dit, quand on est à ce niveau de classement, même 10 points, c'est important, tu les récupères pas en 2-2.
T'as quand même 40 points de Haas et Audi sont à 12. Mais Audi, oui, peut viser la P7 parce que Haas sont beaucoup plus en difficulté avec un Esteban Ocon qui est, si on veut parler des Frenchies, qui est quand même en difficulté, qui doit quand même se battre parce qu'il a un contrat à renouveler à la fin de saison. Non, à mon avis, j'ai quand même l'impression que c'est mal barré. Mauvaise limonade. Charles, tu veux ajouter des choses à compléter Il y a un philosophe un jour qui a dit, Alpine, on peut le comparer à la Paramount, on m'annonce Mission Impossible, le retour avec Daniel Craig, Tom Cruise, Brad Pitt. Et là, j'arrive, c'est Danny Boone, quoi. Tu vois, c'est un peu le. c'est ça, c'est vraiment, voilà. Ça fait 1 an, ils me disent, ouais, là, ça va cartonner, ça va cartonner. Ça se bat pour des puntos, des petits puntos chaque week-end, quoi. Donc, bon, voilà, on peut. Ça fait des années en fait, on y croit et qu'on est déçu. Donc, bon. Voilà, je suis d'accord avec les gars. Hein, s'il y a une piècette à mettre, je la mettrai pas sur Alpine, quoi. Ok. Et sur les autres écuries, là, Audi, t'as envie de dire que Hülkenberg, c'est magnifique. C'est ça que tu... Non ? Moi, j'aimerais avoir les mêmes cheveux qu'Hülkenberg, mais après, ça c'est autre chose. Non, mais ouais, après, c'est compliqué de féliciter une équipe de queue de peloton, je trouve. C'est bien, t'es le moins pire parmi les pires. Bon, je sais pas. Ils sont, alors, certes, c'est leur début d'année. Enfin, c'est la prochaine. Ils ont le moteur. Il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Mais ça reste des points exceptionnels. Enfin, à chaque fois qu'ils prennent des points, ça reste exceptionnel. Je suis curieux de voir sur effectivement 2-3 ans si le projet il a fonctionné ou pas, quoi. C'est là-dessus ou plutôt je les attends, quoi. J'attends rien d'eux. Juste bon, pour le moment, ils arrivent quand même à être au-dessus d'Aston, et encore visiblement Aston a réussi leur pari là, avec leur nouvelle voiture, à voir sur d'autres circuits, mais bon, j'attends pas grand-chose d'eux, quoi, là-dessus. Après sur le Grand Prix là, juste pour il y a Aston, ils sont 13 et 14 hein, sur le Grand Prix de Hongrie avec la voiture réussie, la nouvelle voiture. Tandis qu'Audi, ils sont quand même, ils ont Hülkenberg qui est 9 et Bortoleto qui est 11. Hein, donc, oui. C'était la première Q2 d'Aston Martin. Bon, je pense que c'était vraiment avec son char d'assaut, il a réussi comme quelque chose, le père Alonso. Non, mais c'est bien pour Audi, hein, de faire un double point, il y a pas de problème. Et c'est pas, j'avoue que quand ils sortent de Q3, ou qu'ils restent en Q3, ça me surprend pas vraiment, quoi. Ou en Q1 plutôt, pardon. Ils sortent pas de Q1, je suis pas surpris, quoi. Donc bon, je les suis pas attentivement, et tant mieux, hein, les pilotes sont bons. Je pense que la voiture a plus, enfin, j'ai l'impression que la voiture va quand même plutôt vers le positif par rapport à Williams, où ça a l'air d'être plutôt sur un plan déclinant. Je sais pas si on peut dire ça. Donc, tant mieux. Oui, on avait loué Williams sur la saison précédente notamment, et puis là c'est très 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 difficile. Takuma, je te laisse parler de Williams ou d'Aston. C'est pareil, Aston, est-ce qu'on a envie de dire quelque chose ou pas? Là, ils arrivent avec un nouveau truc. Est-ce que c'est plus qu'un truc? Déjà, je trouve que c'est adorable de ta part de me dire qu'on parlera pas de Cadillac parce que j'ai peur qu'ils prennent feu. Donc c'est déjà gentil. Non, oui, vraiment, le feu, on se calme avec le feu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'y peux rien si Cadillac, leur grand fait d'armes sur la saison, c'est d'avoir des freins qui prennent feu un Grand Prix sur 2. C'est ça. Je sais pas ce qu'ils foutent dans leur, je sais pas comment ils ont construit leur bagnole, mais j'espère que pendant ce mois-ci, ils vont peut-être revoir quelque chose parce que ça devient risible. Les freins de Bottas qui prennent feu une course sur 2, ça va, à bout d'un moment. Non, sinon Aston, il aura fallu 18 améliorations d'un coup pour que leur bagnole fasse une Q2. Bravo Adrian Newey, hein, grand génie. Hein.
Après, comme j'ai dit, hein, il a débarqué dans un merdier, pardonnez-moi le terme, parce qu'il y avait rien de prévu. Il a dû tout gérer. C'est un enfer là-bas. Donc bon, au moins, c'est plus la risée de la grille, parce que pour moi, c'était la risée de la grille, Aston Martin. Là, au moins, c'est pas flamboyant, mais ça a le mérite d'être au niveau de Haas, de Williams, etc. Et Williams, je suis dévasté, hein. Williams, c'est pas bien. Puis alors Carlos Sainz, la course d'assassin qu'il fait, non, enfin, c'est pas bien. Il fallait pas le faire, hein, vraiment. Hein, Il est surprenant quand même d'ailleurs les commentaires de Febro pendant la course où vraiment c'est rare qu'ils prennent parti quand même comme ça. Mais même des autres pilotes, hein. Il se fait sabrer Sainz. Mais surtout que c'est pas la première fois. Bah je veux dire, il est coutumier du fait des défenses dégueulasses, des zigzags. Enfin, Carlos Sainz, c'est pas un beau pilote, hein, vraiment. Hein. Il y a une raison pour laquelle j'étais très méchant avec lui chez Ferrari, c'est parce que il l'était chez Ferrari, il l'était avant, il a continué à être comme ça. Sauf que vu qu'il est dans une écurie du midfield, voire du lower midfield, bah la réalisation le montre jamais, donc il peut faire ce qu'il veut, hein, de toute façon, on s'en fout. Hein, parce que ça aussi, il va falloir qu'on en parle. La réalisation des Grands Prix, c'est vraiment toujours nullissime. Hein. Oh, mon Dieu. On a déjà parlé, c'est pas... Ah ben je remets une pièce. C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Il y a plein de choses qu'on voit pas. Alors, et puis en plus, non seulement on les voit pas, mais ils repassent même pas. Je trouve que c'est dommage. Il y a des choses qu'on n'a pas vues sur les Grands Prix. C'est un peu dommage. Ouais. Vas-y, t'as. Si je peux me permettre de juste pour terminer mettre entre guillemets une fléchette à Jacques Villeneuve, parce que ça fait quand même plusieurs mois / années où on sait qu'il est quand même complètement naze. On est d'accord. Mais alors là, je l'ai trouvé particulièrement nul. Hein. Oh le fait qu'il voit un bandeau apparaître à l'écran, c'est une pénalité point, alors que c'est juste marqué ouverture d'enquête ou quoi, mais il sait pas lire. Ça m'a énervé tout du long. Je fais mais c'est pas possible. Ça y est, il est devenu aveugle maintenant. Il commente à l'aveugle. Il fait pas attention. Il dit n'importe. Oh non, mais Jacques Villeneuve, c'est pas possible. Vraiment, hein. Ah, je sais pas, moi, il y avait, je trouve que ça va quand même un peu mieux. Après, il est peut-être moins fréquemment commentateur aussi, ça change un petit peu. Mais tu le sens, hein. Quand c'est Adrien Tambay ou quand c'est Romain Grosjean, c'est un bonheur. Adrien Tambay, moi, je l'aime beaucoup. Il est sobre. Il est factuel, il est factuel. Il apporte les infos. Derrière, t'as Febro qui lui met un peu plus d'émotion, qui vient faire le commentateur. Lui, il apporte des infos. Ouais. C'est super. Alors moi, je demande pas plus. Moi, moi, c'est juste Jacques Villeneuve, je l'aimais pas trop parce qu'il était vraiment, je considérais qu'il était anti-Hamilton de ouf. Donc à chaque fois qu'il y avait Hamilton qui faisait un truc, il le taillait, c'était l'enfer. Et j'avoue que j'avais du mal. C'est la partie où j'aimais bien ça. Voilà, donc vraiment il le déboîtait, il disait mais ça c'est pas possible. Et puis, il était capable de dire des trucs vraiment incroyables. Et depuis que Lewis est plus devant, ça s'était apaisé. C'est peut-être pour ça que mais voilà, ça me dérange moins que ça m'a dérangé à une époque. Voilà. Est-ce que vous voulez enchaîner derrière sur nos amis d'Aston, Lance ou Charles, ou alors on parle encore d'autre chose? Charles, non, mais après sur Aston, c'est oui, la nouvelle voiture arrive, Alonso réussit à faire, on va dire quelque chose hein, dans le référentiel Aston Martin. On va dire que c'est un très bon week-end. Hein, mais voilà, j'ai l'impression que ça part quand même de très loin. Avec un mec en CDI, hein, on le sait, dans l'autre baquet. Je pense qu'Alonso il est totalement, il est résigné totalement sur Aston Martin. Ça parle de lui s'il continue du côté d'Alpine l'année prochaine, très probablement à la place de Colapinto, je pense. Donc ouais, peut-être sur un farewell tour du côté d'Alpine, ou alors si on lui propose 2 années, je suis pas forcément convaincu, mais ouais, tu sens que le mec il est désabusé. Alors est-ce que ça ira mieux? Est-ce que le fait déjà de se qualifier en Q2, t'as l'impression de venir au boulot pour faire quelque chose? Mais bon, de toute façon ça pourra pas être pire. Cadillac, on savait à quoi s'attendre.
Et derrière, ouais, peut-être du côté de Haas, ouais, j'ai peut-être une petite déception. T'attendais peut-être un petit peu mieux Oui. de la part de cette écurie, notamment Esteban, même s'il n'est pas forcément aidé, et qu'il a quelqu'un dans le baquet d'à côté qui est pas mauvais non plus. Hein, Berman, c'est que on l'a vu au volant d'une voiture qui pouvait jouer justement les premières places. Il pouvait faire quelque chose avec. Donc on sait que c'est un bon pilote. Avec une Haas, c'est plus compliqué. Mais ouais, après c'est vrai que c'est compliqué à analyser. Et on fait un peu comme les réalisateurs. On se focalise notamment sur les voitures de devant. Et On parle rarement et des c'est écuries peut-être comme on le fait là. et c'est peut-être mais c'est peut-être ça qui est difficile de pouvoir parler d'eux parce qu'on les voit pas en course. On sait pas ce qu'ils font. Quasiment, on voit tiens machin il pite, mais tu le vois pas. Tu le vois pas piter. Euh, donc c'est assez compliqué de pouvoir en parler. Mais peut-être juste à la limite, on l'a pas dit, le superbe dépassement le double dépassement de Verstappen sur qui est peut-être pour beaucoup le plus beau dépassement de la saison, pour l'instant. Mais c'est vrai que C'était beau. Hein. on a vu des petites choses qui étaient pas mal sur cette course, mais bon après ça reste le Nürburgring. Ok. Où c'est quand même s'il y a eu beaucoup de dépassements, des fake déplacements, diront certains. Mais en tout cas, ça s'est quand même bataillé en course. Et pour un Hungaroring, il n'était pas trop mauvais ce GP. Charles, tu veux ajouter quelque chose ou après on va peut-être passer sur une rubrique sur qu'est-ce qu'on aurait envie de voir sur cette deuxième partie de saison qu'on a vu, qu'on n'a pas vu, ce qu'on espère. Vas-y Charles. Ah non, là-dessus j'ai rien à rajouter. Je pense que tu peux passer à la... Ok, bah écoute, dans ce cas, vas-y. Là, on a atteint la mi-saison, c'est la pause estivale. Il reste quand même, évidemment, pas mal de grands prix. Qu'est-ce que toi, t'aurais envie de voir? Là, on a les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, etc., etc. On a le Grand Prix, de Bahreïn qui a été remplacé par celui de Kuala Lumpur, nouvelle qui est tombée ce week-end. Qui ravit, je pense, certains. C'est toujours le Grand Prix de Bahreïn. Il est à Shakir. Il est à Sepang. C'est ça. C'est différent. C'est juste, c'est toujours Bahreïn, mais c'est plus à Bahreïn. C'est juste, bon. Ok. C'est pour ça, c'était encore un caprice d'un Émirati qui a voulu que ça reste écrit GP de Bahreïn. Sûrement peut-être ça. Un Bahreïni, parce que si tu dis un Bahreïni que c'est un Émirati, il va te taper. Hein. Ah ouais, pareil, excusez-moi. Oh putain. Désolé. Qu'est-ce que j'attends? Bah alors, ça va être drôle. Je pense que sur les circuits qui arrivent, sur les grandes lignes droites, sortie de banking à Zandvoort, quand ils auront même pas dépassé la ligne d'arrivée, qu'ils seront déjà en train d'essayer de recharger la batterie. ça risque d'être drôle. On va voir, je pense, une réalisation comme en Belgique où ils enlèvent les kilomètres-heure pour plus nous montrer que la voiture est en train de décélérer toute seule. Ça va être assez cocasse, je pense. On verra. Ça sera encore, je pense, sur un peu comme on peut voir, je pense, à Silverstone où ça dépend si tu mets beaucoup de batterie ou pas en début de tour et si t'en as ou pas à la fin pour doubler. Ça risque d'être un peu comme ça. À Monza, alors là, ça va être, je pense que l'apothéose de cette technologie et de cette nouvelle régulation, je pense. Le nouveau circuit à Madrid. J'espère que ça fera une Hanoï. Franchement, sans déconner. Je suis pas du tout fan du circuit. On verra bien. Donc, ceux qui ont un bon moteur, ils vont sûrement à s'en sortir. Après, je dis ça, mais tu vois, Ferrari disait que, en fait, ils ont fait l'inverse au niveau des performances. Ils ont fait l'inverse de ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire être à l'ouest, en Belgique, et au final, ils étaient bons et plutôt bons en Hongrie et ça l'a pas fait, donc à voir. J'espère quand même qu'on aura toujours un peu de spectacle, hein, mais en termes de Formule 1 pure et l'âme qu'est la Formule 1, c'est des circuits où on va pas forcément la retrouver. Ok. Lance, cette deuxième partie de saison, qu'est-ce que t'as envie de voir? Peut-être toujours autant d'incertitudes là. Moi, les 5 vainqueurs différents sur les 5 derniers Grands Prix, j'aime bien.
Donc, ou si tu pouvais nous remettre la même chose, Roger, sur la saison, ça va. Oui, moi, c'est vrai que j'ai bien aimé hein, ce Grand Prix de Bahreïn du côté de Sepang, c'est quand même pas mal. J'avais peur de dire une bêtise. C'était quoi le deuxième Grand Prix qui avait été annulé avec celui de Bahreïn? C'était Qatar. et donc le Qatar aussi a été délocalisé. Maintenant, il est entre Vegas et Abu Dhabi. Donc on a 2 triple headers Qatar, pour finir. Qatar, pour l'instant, 3 triple headers de suite, je crois. Ouais, bah si, le Qatar, c'est du 27 au 29 novembre. Ah, ils l'ont gardé. Donc, Ouais. pour moi, il y a que Bahreïn. Donc, bon, Tu finis on par verra bien. Tu finis par 3 triple headers de Il suite. y en a 3. Donc, T'as Azerbaïdjan, Sepang, Singapour, pause. oui. Austin, Mexique, Sao Paulo, pause. Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Ouais. Ouais. Donc ça va envoyer du pâté en peu de temps, mais de toute façon, et là tu files un mois de vacances au pilote à un moment, hein, faut bien les courir ces courses. Non, mais en étant plus sérieux, non, il va y avoir une fin de saison qui va être assez haletante. On a vu l'année dernière que, comme tu l'as très bien signalé, Jacques, c'est que même avec 100 points, la saison n'est pas forcément terminée. Donc là, avec 50 et avec l'incertitude qu'on peut avoir d'un Grand Prix à l'autre, avec des écuries qu'on attend qui sont pas là et d'autres, à l'inverse, qu'on attendait pas et qui sont là. Ouais. Mais pareil sur cette fin de saison, comme l'a très bien dit Charles, tu as quand même des circuits où il y a quand même de la pleine charge avec des lignes droites où tu peux faire atterrir ou décoller des avions. J'ai un peu peur pour cette partie de réglementation. Alors, est-ce que pour ces circuits-là, il y aura un petit peu plus d'énergie que dont tu pourras disposer dans la partie électrique? Parce que sinon, Las Vegas, ça va être lourd. Ouais, probablement. Ah ouais. Las Vegas, prenez du Red Bull avant de regarder le Grand Prix parce que en plus s'il y a des problèmes et qu'il se termine encore à 3 heures du matin, il y a moyen d'avoir des soucis. Okay. Mais sinon, je pense qu'on peut avoir une vraie belle deuxième partie de saison avec un titre champion du monde constructeur et pilote, les deux, qui nous tiennent en haleine jusqu'à la fin de saison. Ah, c'est clair qu'on l'a dit quand même sur les derniers Grands Prix en particulier que la lutte Mercedes semblait intouchable et c'est pas le cas. Après moi j'ai le micro, alors je vais dire moi ce que je souhaiterais, moi c'est que la lutte Mercedes-Ferrari se cristallise un petit peu là. Moi c'est ça qui m'excite. Toi Takuma, qu'est-ce que c'est pas Noël mais qu'est-ce que tu pourrais mettre dans la haute pour le deuxième semestre? Une meilleure réalisation. Oui, alors déjà. Si je devais, en toute franchise, si j'ai un souhait maintenant et que j'espère qu'il se réalisera, c'est Lewis Hamilton champion du monde à la fin de saison. Oh. C'est beau. Parce que si Lewis Hamilton est champion du monde en fin de saison, je suis persuadé qu'il annonce sa retraite et je suis persuadé que ça va balancer des contrats dans tous les sens et qu'on pourrait bien s'amuser parce que là ce serait quand même assez dingue. Après sinon qu'est-ce que j'aimerais, un quatrième triple header parce que c'est vrai que ça manque un peu. Du coup je pense que rajouter un Grand Prix entre Zandvoort pour faire un quadruple header entre Zandvoort et Monza, je pense que ce serait vachement bien. Et tout cynisme mis à part, je suis très heureux du retour de Sepang. Je suis malheureux que ce soit dans cette réglementation parce que ça va être infâme. Mais j'adore ce circuit. Ça fait des années que je milite pour que la je fais des trucs de catch, pardon. Que la F1, des fois c'est aussi scripté que le catch. Des fois on pourrait se demander que la F1 revienne à Sepang. Et il faut des circonstances de guerre dans des pays pour qu'au final on dit peut-être retourner à Sepang. Finalement c'est vachement bien. Donc oui, Sepang très content quand même de revoir ce circuit, même si Sepang en octobre, il y a quand même une chance sur 1,5 qui est 10 tours de course, 3 heures d'interruption, hein. On n'est pas à l'abri. Après je reste Jamais t'es fan de Sepang.
Moi, j'aime bien. Puis c'est l'explosion du moteur d'Hamilton en 2016 qui permet le titre de Rosberg. Moi, je suis très content de ces points. Je sais pas, moi, je trouve qu'on s'était fait chier sur ce circuit. Alors, peut-être qu'à voir avec la nouvelle réglementation, hein, mais bon, ça va être drôle, hein, les doubles lignes droites, là, en fin de. On est d'accord que la double ligne droite. C'est pour ça que je dis dans cette réglementation, ça va vraiment pas être bien, je trouve. Mais j'aime bien ce circuit parce que à l'époque, il y avait les deux lignes droites et t'as quand même tous les trucs sinueux. T'as le grand droite qui à l'intérieur du circuit pour. Ah, j'adore ce circuit. Vraiment, c'est fun. Et je reste curieux du Madringue quand même. Mais je suis curieux, un peu comme quand t'es curieux d'un accident de voiture. Tu sais, c'est une curiosité un peu morbide de te dire. Souhaiter le malheur. Ça peut pas bien se passer. Ça peut pas bien se passer. Je vais regarder, mais ça va être nul. Mais je vais regarder. Voilà. J'ai un peu ce truc-là. Voilà. Okay. Et si, allez, un dernier souhait, que Charles Leclerc gagne Monza juste parce que je veux 100 000 tifosi complètement fous sur la piste à la fin pour célébrer. Parce que c'est des belles images et que dans ces temps où on n'a quand même pas grand-chose à grailler en termes de bonnes nouvelles, voir les tifosi contents et faire la fête, ça nous ferait du bien. Je pense à tout le monde, même si on n'est pas fan de Ferrari. Donc voilà. Ok, mais tu nous avais un petit peu quand même caché ton cœur ferrariste. Mais bon, en tout cas, j'ai un cœur Fred Vasseriste. Okay, c'est beau. Bon, en tout cas, merci à tous pour ce point très complet sur cette première partie de saison. C'était un plaisir de se retrouver et on se retrouvera à la rentrée. Écoutez, après ce beau Grand Prix des Pays-Bas. Allez, ciao. Ciao. Accélère!